Ça y est, nous voilà de retour. 3000 km en gros. Voilà, on n'est pas au kilométrage près. Il faudra que je fasse les calculs exacts, mais voilà. Suivant les applis, il y a des variations. Donc on va dire, allez, 3000. Je rappelle, de Biarritz jusqu'à Berlin. La liste est là. En gros, c'est pour voir un peu les trucs de passage. Donc on est revenu. Aujourd'hui, ça va être la gare liste complète. Voilà, des sacoches, du vélo. Il y en a 4 comme ça. Voilà, j'en ai mis que 2. Hein. Faut savoir qu'on en a 4, donc on est parti avec 2 sacoches chacun sur le vélo. Qu'est-ce qu'on avait avec nous pour ces 3000 km? Ni plus ni moins. Et puis, à savoir que pour ceux qui n'ont pas envie de surfer sur toute la vidéo, qui veulent vraiment aller tout de suite sur ce qui les intéresse, la vidéo est chapitrée. Donc, on va parler des textiles, on va parler de l'électronique, on va parler du matos de bivouac, etc. Donc, vous pouvez aller directement sur ce qui vous intéresse. Sachez que tout ce qu'on a utilisé est là. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous la mets là. C'était justement sur les avis de matos. Est-ce que les avis sont fiables, ils sont pas fiables, est-ce qu'ils sont vraiment testés? Je peux vous assurer que tout ce que je vais vous montrer, ça a été testé, bien testé, et pour certains, au maximum. Comprendrez pourquoi quand vous verrez les vidéos je suis en train de travailler dessus, c'est long. Donc, pour résumer, en fait, on a pris pas mal de flotte. Hein, pendant une section de route, il y a pas mal plu, et donc tout le matériel de pluie a été testé, mais alors à fond. Le retour sera, on va dire, pertinent. Allez, je déballe tout. Hein, vous voyez, c'est dans le jus. Hein, on est rentré hier. Voilà, c'est tout dans le jus. Je vais tout déballer, on va tout étaler sur la table, et puis on va un par un énumérer tous les items qu'on a utilisés. Voilà, c'est parti. J'ai tout déballé. Alors, tout déballé, là je vais faire item par item, enfin catégorie par catégorie, parce que rien que les fringues, vous voyez, voilà, la table, bon, elle n'est pas immense, hein, mais les textiles, qu'est-ce qu'on a porté, qu'est-ce que on s'est beaucoup servi, pas trop servi, etc. Donc allez, on va commencer vite fait. Alors, il y a tout ce qui est parti, tout ce qu'on a utilisé sur le vélo et sur le camp. Donc je vous dirai au fur et à mesure, ça c'était sur le vélo, ça c'était sur le camp, le soir, voilà. Donc en t-shirt, alors ça c'est Yana, un t-shirt à Yana, ça a été au début, quand on est parti de Montluçon jusqu'à la frontière suisse. Il a fait plutôt beau, plutôt chaud. Donc elle avait pris ce t-shirt, c'est un t-shirt de chez Adidas, très léger, blanc. Donc quand il fait chaud, que ça cartonne bien et tout, donc c'est plutôt réflecteur, c'est intéressant. Elle en est très satisfait, très aéré, un bon t-shirt. Donc ça c'est, voilà, ça elle l'avait pris justement au cas où il ferait chaud. Elle a bien fait au début parce que ça lui a bien servi, quoi. Ici, pareil. Sur le vélo, quand il faisait chaud, un short ultra light, là, ça c'est Nike. C'est des shorts d'athlée très aérés, très simples, hein, très légers. Ça pareil, ben, quand il a fait chaud, bien contente de l'avoir. Donc elle a été satisfaite aussi. Toujours sur le vélo et toujours chez Yana. Un maillot manche longue. Alors il est très léger, très aéré aussi, surtout dans le dos, ça c'est plutôt agréable. Elle l'a porté quelques fois aussi, donc bon, elle a été satisfaite. Donc les manches longues, ça c'est à voir. Moi j'aime bien les manches longues, perso, sauf quand il fait très chaud évidemment, mais voilà, donc elle l'a porté aussi. Je vous mettrai au fur et à mesure sur les articles que je présente, j'essaierai de vous écrire la marque, et puis voilà, comme ça, si vous êtes intéressé par ce genre d'article, vous pouvez aller, vous regardez juste, vous faites un arrêt sur image, vous regardez la marque et qu'est-ce que c'est, et puis
éventuellement vous pouvez aller surfer pour vous l'acheter ou le procurer. Sachez que tout ça c'est à titre d'exemple, hein. Chacun est libre d'aller chercher à peu près ce qu'il veut, dans la marque qu'il veut. Euh, c'est juste voilà, c'est juste un exemple c'est vraiment tout ce qu'on a porté pendant 3000 km. Donc c'est un peu un fil conducteur pour ceux qui veulent se lancer, qui ne savent pas trop quoi prendre, en prendre trop, pas assez. Voilà, là vous avez ce qu'on a eu là, ça suffisait, franchement. Donc n'hésitez pas à en prendre l'exemple uniquement sur la quantité ou la texture des produits. Les marques, on s'en fout, honnêtement. Là, pareil, un petit maillot léger pour le vélo, hein, pour la journée. Rien à dire de plus, hein, c'est de chez Malora. Bonne cam, hein, je connaissais pas vraiment. C'est des très bons produits. Franchement, à revoir de près parce qu'ils font de la très belle cam. Alors là, alors ça, par contre, elle a énormément utilisé parce que en fait, c'est une soft shell. Hein, c'est plus épais qu'un maillot là. Là, on est sur quelque chose de plus épais, un peu coupe-vent, plus protecteur. Voilà, ça, elle l'a énormément utilisé. C'est de chez Spiuk. Voilà, alors ne cherchez pas vraiment ce modèle-là parce que. Putain, il faut que j'arrête de taper sur ce micro. Ne cherchez pas forcément ce modèle-là parce que voilà, c'est un petit clin d'œil à Rossemi, à Béra de la Bisassoa, de la boutique KTA Bike. Voilà, donc ça, elle l'avait acheté là-bas et elle a été super satisfaite. Les vestes de ce type, entre deux, vous voyez, c'est pas imperméable, c'est pas ultra light, c'est vraiment entre les deux, c'est une deuxième couche. Ça, quasi indispensable sur le parcours qu'on a fait. Elle l'a pris, elle a bien fait. Toujours Yana, un short de chez Scott. Alors là, c'est un short VTT, hein, c'est vraiment voilà, c'est plus costaud, vous voyez, c'est dur à l'abrasion. Ça fait du temps, il n'y a pas de souci. Un peu, quand il fait très chaud, bon, c'est plus sympa le short très light, hein, mais là on est sur un short vraiment étudié pour le vélo. Voilà, très confortable, un peu stretch. Là on était content aussi. Donc bien, on va dire. Je range en même temps, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors toujours sur le vélo, alors toujours chez Yana, les mitaines d'été, hein, on va dire. Ça c'est des mitaines de chez Alpine Star. Avec une protection en gel là, donc bon, sur les longues heures de selle qu'on fait dans la journée, forcément, c'est un petit plus, c'est du confort, et puis c'est surtout, moi j'aime bien les mitaines, surtout quand il fait très chaud, parce qu'on a tendance à transpirer, et vous commencez à transpirer, la transpiration coule arrive sur vos mains, et pour tout ce qui est grippe, poignet, etc., ça devient un peu plus chiant. Donc les mitaines, en plus d'avoir une protection contre les frottements de la main sur le cintre, vont aussi un petit peu pomper la transpiration. Je conseille fortement les mitaines ou des gants parce que franchement sur bikepacking c'est des heures et des heures et des heures la journée, donc ça commence à faire mal dès les premiers jours à la paume de la main. Ça risque d'être un peu galère après, hein. Donc voilà, les mitaines très bien. Là, des gants un peu plus. Là, c'est carrément les gants, hein, on n'est plus sur les mitaines. C'est des gants de chez Scott également. Elle les a mis la dernière semaine, là où on a eu un temps. C'était un peu chaud. Enfin, non, c'était froid justement, mais bon, voilà, donc elle les a mis. Ça l'a bien protégé. Ils sont très fins pourtant, mais ça l'a bien protégé. Voilà, elle n'a pas sorti des gros gants. D'hiver. Ça a fait le job. Il n'aurait pas fallu qu'il fasse beaucoup plus froid que ça, mais ça a tenu, on va dire. Donc, bien aussi. Les chaussettes, alors il y a les deux modèles. Les chaussettes, voilà, c'est des chaussettes très simples. C'est même des chaussettes de rando, parce que, on le verra après, Yana, elle était en chaussures classiques, légères, pour la chaleur, très bien.
Ça suffit. Et là, elle a un modèle, c'est Xox, je crois, ça, voilà, un modèle un peu plus épais qui, voilà, quand il pleut ou quand il fait frais, euh, c'est plus agréable. À savoir que sur le parcours, on s'est arrêté, c'était en République tchèque. Là, la température a commencé vraiment à baisser, donc on s'est armé un peu plus. On a trouvé un magasin à Melnik. Alors l'avantage de la République tchèque, c'est que les tarifs sont beaucoup plus intéressants, donc on en a profité pour justement acheter deux trois produits. Voilà, alors, notamment ces chaussettes de chez Armour là. Alors c'est un complexe de laine, un peu laine et synthétique, mais alors c'est redoutable contre le froid. Euh, Moi je suis très sensible à ce niveau-là, au niveau des pieds, dès qu'il fait froid, ça y est, j'ai les pieds congelés. Et bien là j'ai été agréablement surpris. Donc là on en a pris 4, 3 ou 4 paires je crois, plusieurs couleurs, hein, ça on s'en fiche, mais vraiment très bien. Donc, très bonne surprise donc, de chez Armour. Euh, Bien, très très bien, parfait. Là, c'est un tour de cou. Alors, j'en ai trois quatre qui traînent, hein, voilà, des tours de cou, des bœufs, voilà. Ça sert à beaucoup de choses, hein. C'est quand il fait frais, on le met autour du cou. Il y en a souvent, on le mettait sur la tête, là, ça protégeait en même temps la tête et les oreilles, quand il a commencé à faire un peu frais. Et voilà. Ça, le tour de cou, c'est bien. Franchement, ça sert à beaucoup de choses. Ça peut faire un oreiller avec, c'est ce que faisait aussi Yana. Donc, ça c'est le genre de truc, faut partir avec, quoi. De mon côté, ça, c'est voilà, une première peau en mérino. Alors, ça, je m'en suis beaucoup servi dès que ça devenait un peu entre deux, on va dire. Ça a l'avantage de Merino, c'est que déjà, ça vous tient au chaud, hein. C'est respirant, c'est de la laine. Quand vous arrivez le soir, vous ne sentez pas le bœuf à 3 km. Ça aussi, c'est synthétique, c'est le problème, hein. Et voilà. Et des fois, je roulais qu'avec ça parce que ça suffisait. Des fois, je mettais ça plus, on va le voir, ma veste de pluie. Et franchement, ça, c'est un des trucs que je n'oublierai jamais, hein. Je pars sur un bikepacking, ça, je l'aurai constamment. C'est un Merino de chez Icebreaker. Alors, il y a plusieurs. Faut savoir qu'il y a plusieurs. Ils appellent ça les zones, hein, chez Icebreaker. Vous avez 150, 200, 250, 300. En fait, ça dépend de l'épaisseur de la laine. Là, c'est du 200. Pour ce que j'ai fait, ça suffisait. Franchement, c'était pas mal, surtout que j'avais une doudoune d'effort avec moi, on va la voir après. C'est Yana, toujours. Alors elle, ça c'était son legging. C'est un legging de chez Patagonia, donc elle l'a mis trois quatre fois. Alors ça peut servir ou sur le vélo, et ça peut servir aussi au camp, parce que vous mettez ça quand il y a eu deux trois nuits où vraiment il faisait bien froid. Vous mettez ça au niveau des jambes, voilà, vous avez une protection thermique supplémentaire et très intéressant parce que ça a double usage, hein. Vous pouvez rouler, vous mettez ça, le pantalon de pluie par-dessus, vous roulez au chaud et la nuit ça vous permet aussi un confort supplémentaire. Donc ça bien aussi. Alors le filet, oh là là, le filet. Ça quand il fait chaud, pour moi c'est indispensable. C'est parfait parce que ça a un pouvoir absorbant pour la transpiration qui est inégalable. C'est stretch, c'est vraiment excellent. Il y a même des fois où je roule qu'avec ça. Quand il fait très chaud, je mets ça et je roule qu'avec ça. Et c'est super bien, ça aère forcément. Mais franchement, voilà, ça aussi, je partirai toujours avec. C'est Decathlon, hein, je crois. Ouais. Je l'ai trouvé chez Decathlon, donc très bien. Vraiment très bien. Ça, je recommande aussi. Short de rechange de moi-même. J'allais dire du Yana. Non, c'est à moi ça. Lui, je l'ai pas beaucoup mis en fait. Lui, je l'avais pris, c'est juste. J'ai mon short de vélo classique. Quand je devais le laver, etc. et tout, je mettais ça. Mais je m'en suis très peu servi du short. Bon, je pense que j'aurais pu faire ça. Mais bon,
je l'avais, donc il n'y avait pas de souci. Alors le legging, moi aussi j'avais le legging. Ça c'est un modèle Merino de chez Icebreaker, donc j'en parlais tout à l'heure. Là, voilà, c'est un 150 celui-là. L'autre, mon Merino haut, c'est un 200, donc vous voyez, des fois il y a des petites variations. Est-ce que je l'ai mis lui? Même pas sûr. Si j'ai dû le mettre, si je l'ai mis, je l'ai mis qu'une fois. Ça s'est joué de peu que je le mette un jour en roulant, mais voilà. Mais je l'amènerai quoi qu'il arrive, parce que franchement, le legging, c'est super pratique. Ça vaut pas le coup de s'en passer, quoi. Donc, je prendrai également. Alors ça, c'était pour le camp. Je l'ai mis beaucoup au camp. Je mettais ça quand j'arrivais. C'est un modèle de chez North Face. C'est une espèce de lycra qui tient raisonnablement chaud. C'est sympa. Généralement, je mettais ça plus la doudoune sur le camp le soir. Et ça suffisait amplement. Donc ça, je l'ai beaucoup porté. Bien aussi, hein, après pour le camp, chacun, alors là tout est ouvert, hein, chacun amène ce qu'il veut. Il y en a qui amènent leur pyjama, allez-y, hein, amenez le pyjama, c'est pas, pardon, c'est pas un problème non plus. Hein, là sur le camp, c'est vraiment, il faut être confort sur un camp. Hein, il faut avoir chaud, il faut être bien, il faut se sentir bien. La journée a été dure, des fois on a roulé sous la pluie toute la journée, donc le soir on aime bien retrouver un peu de confort. Donc là, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à prendre des affaires qu'on aime bien. Si elles ressemblent à rien, on s'en fout. L'essentiel, c'est le confort le soir. Donc là, c'est vraiment à titre d'exemple. Hein, je ne m'attarde pas dessus. Hein. Là, Yana, ça l'a amené aussi. Une première peau, c'est un modèle de chez North Face. Ça, pareil, ça tient chaud. Hein, c'est assez protecteur, ça remonte bien, vous voyez, c'est sympa aussi. Elle l'a beaucoup porté tout le long. Je l'ai vu très souvent avec. Donc je pense que pour elle, c'est indispensable. C'est le genre de produit léger, qui couvre bien, ça, je pense que ça va faire partie des indispensables. Yana, toujours, son pantalon de vélo. Alors ça, elle l'a mis aussi très souvent pour la protection contre le froid. C'est un modèle de chez Fox, c'est le Ranger de chez Fox. Voilà, très agréable à porter, un peu stretch, déperlant. Un bon produit, elle le prendra aussi, je pense, à chaque fois, parce que le pantalon, c'est quand même très protecteur. Vous pouvez faire avec un pantalon de pluie, on le verra après. Si vous avez ça en plus, c'est pas mal parce que l'avantage c'est que c'est respirant, contrairement au pantalon de pluie. On va y revenir. Parlons pluie justement. Alors là, faut savoir que on est parti au début, il faisait plutôt beau et chaud. Quand on a attaqué, on va dire, l'Autriche, la République tchèque, là ça s'est compliqué. Il a fait des journées où il a plu sévère. Et donc le matos de pluie, je peux vous garantir qu'il a été testé et bien testé. Donc Yana, elle avait une Gore-Tex de chez La Sportiva. Autant vous dire que ça a été un de ses coups de cœur du bikepacking. Elle a été protégée, nickel. Elle n'a pas pris la flotte une seule fois. Et pourtant, Dieu sait qu'il a plu. C'est impressionnant. L'avantage du Gore-Tex, c'est que c'est respirant. Donc, elle n'avait pas cette sensation de cocotte minute hein, quand on met un truc complètement étanche. Elle en était donc ultra satisfaite. Donc ça va faire partie des indispensables de Yana. Très très bon produit. Elle le prendra certainement tout le temps. De mon côté, alors moi, j'avais pas pris. Alors j'ai une Gore-Tex de chez Millet. J'ai hésité à la prendre parce que c'est quand même assez épais. C'est plus lourd qu'une veste de pluie classique comme celle-ci. Et du coup, moi, quand il a plu, j'avais ce modèle de chez Regatta. C'est le modèle Outdoor 5000.
Alors, c'est une veste de pluie classique, hein, c'est un KOE, comme un KOE. Elle s'est montrée redoutable, dans le sens où, pourtant il a plu, vraiment, il y a une journée où ça n'a pas arrêté. Je n'ai pas pris la flotte une seule fois. Vraiment, ça a été mon grand étonnement, parce que d'habitude, les vestes un peu KOE comme ça finit par passer. Là, ça n'est pas passé une fois, je suis resté sec tout le temps. Le seul souci de ce genre de veste, c'est que c'est pas respirant, donc il faut gérer un peu l'effort dans le sens où il faut éviter de transpirer à l'intérieur. C'est le seul problème que j'ai rencontré, mais on ne peut pas faire autrement avec ce genre de veste. Mais franchement, agréablement surpris par le côté imperméable de cette veste. Je le mettais, moi, très souvent, cette veste. On partait le matin, il faisait frais. Je mettais mon haut mérino, je mettais ça par-dessus, ça suffisait, c'était très bien. C'est coupe-vent, ça c'est l'avantage de ces produits, c'est que ça coupe très bien le vent. Donc voilà, je m'en suis beaucoup servi, je suis très content. Ça rentre dans mon top 3, hein, je crois. Donc voilà, la veste de pluie évidemment indispensable, hein. Ça, le maillot, bon bah un maillot de vélo classique, hein, pour ceux qui regardent les vidéos de VTT que je poste sur la chaîne, vous la voyez souvent cette veste. Voilà, c'est une veste très simple, manche longue. Je l'ai beaucoup portée aussi, j'en suis très content. Voilà, c'est un modèle de chez Cube, très bien. Le short, alors lui, eh ben voilà, lui c'est mon vieux compagnon depuis toujours. Je fais du VTT avec, je fais tout ce qui est vélo, c'est avec lui. Parce que je ne porte pas de cuissard, je n'aime pas ça. Voilà, je me suis habitué sans. Et donc voilà, c'est un modèle de chez Decathlon, c'est Domios qui fait ça. Ça fait des années que je l'ai. Il tient le coup, il, il est très bien. Il est très très bien. Donc tant qu'il n'y aura pas un grand trou à l'arrière qui démontrera mes sous-vêtements, on va dire, je le garde. Le pantalon de pluie. Ah, le pantalon de pluie, qu'est-ce qu'on s'en est servi aussi. Alors lui, c'est un modèle très simple de chez McKinley. Vous trouvez ça chez Decathlon notamment. Intersport, pardon. Je me mélange les pinceaux. Il a fait le job. Il a fait le job, content. Pareil, toujours le même problème. On a tendance à transpirer dedans parce que c'est étanche, hein, mais il a fait le job, j'ai pas pris la pluie, même que les jours où c'est vraiment tombé. Je suis resté au sec, donc j'en suis content. Je le prendrai à chaque fois, bien sûr. Ça, pantalon de pluie, c'est l'indispensable, hein, au bikepacking. Ça, le gilet, alors, ça, c'est juste, je le mettais, des 2-3 fois, on est parti très tôt, donc on était vraiment au lever du jour, et en plus il pleuvait, donc le ciel, c'était vraiment très sombre. Et je mettais ça parce qu'on avait des portions de route communes avec les voitures, et ça permet d'être mieux vu, on est plus visible avec un gilet fluo qu'avec la veste de KOE noire. Donc je le mettais vraiment quand il y avait besoin de visibilité, quand on roulait sur des routes mixtes, hein. Et puis ça fait quand même une preuve, vu que c'est quand même en matière aussi imperméable, ça fait une protection supplémentaire quand vraiment il pleut. Et ça me permettait de garder au moins cette partie-là bien sèche. Donc je le reprendrai aussi le gilet. C'est pratique. Ensuite, alors, pour rouler, vous voyez encore un tour de cou, hein, très classique. Voilà, ça c'est pareil, bah, évidemment. On s'en servira pour plein de choses, hein. J'ai dit, c'est très pratique le tour de cou. Sur le camp, avant de passer aux chaussures, sur le camp, alors ça c'est des serviettes, hein, ça c'est pour le camp, le soir, c'est des serviettes microfibres qui sèchent très vite. C'est Situ Summit qui fait ces modèles-là, notamment celui-là qui est sorti de la douche, 10 minutes après il est sec. Pour le camp, il y en a la veste doudoune, c'est un modèle de chez Quechua, hein, de chez Decathlon. Voilà, bah, elle était très bien avec, hein, ça suffit amplement. Je crois que 2 ou 3 fois, elle a même mis dessous en partant, carrément roulé avec, il me semble, une fois ou deux. Il faudra que je vous confirme ça, mais bon, voilà,
pas rouler des heures avec, parce que ça c'est pareil, c'est pas super respirant, mais pour le camp, très bien, hein, une bonne doudoune, ça tient chaud. Voilà, je le disais tout à l'heure, du confort avant tout au camp. C'est important, ça remonte le moral, ça fait du bien. C'est un rapport qualité-prix, de toute façon, c'est difficile de faire mieux. Moi en doudoune, j'avais pris un modèle de chez Simon. Voilà, ça c'est une doudoune d'effort en fait, hein. C'est pas une doudoune qui va vous tenir super chaud. Elle a été limite d'ailleurs les jours où il a fait vraiment très froid. J'étais un peu limite parce que c'est pas fait pour tenir très chaud. C'est une doudoune d'effort justement pour permettre en zone montagneuse par exemple quand vraiment ça devient très très froid sur les cols par exemple. Vous la mettez, ça vous permet de garder l'effort, de ne pas trop transpirer dedans. C'est étudié, il y a des aérations dans le dos. Là, on ne peut pas les voir, mais c'est très aéré. Ça protège vraiment cette partie du corps, la tête parce qu'il y a une capuche. Et puis, voilà, c'est plutôt coupe-vent que grosse doudoune. Mais ça suffit pour ce qu'on a fait. Même si, comme je disais, les derniers temps, c'était une vraie doudoune, ça aurait été sympa, mais voilà, ça suffisait. Elle m'a bien servi. Et l'avantage, c'est que bon, ben voilà, si vraiment il y a un jour il fait extrêmement froid pour partir le matin, je peux la mettre parce que je ne transpirerai pas des masses dedans. C'est ça qui est intéressant de ce type de produit. Voilà, donc elle parfait. Allez, on finit. Ça, c'était ben, mes claquettes. Hein. C'était les claquettes de chez North Face. Voilà, bon, elles sont un petit peu lourdes, hein, mais on peut vraiment marcher avec. Ouais, ça grippe de fou. C'est des claquettes, mais voilà. Je me suis vu descendre des fois au bord des digues, au bord du Danube. Il y a des digues un peu pentues comme ça. Alors, des fois, ben, j'allais faire un tour, je revenais. C'est, ça dérape pas, ça croche bien. C'est surprenant, mais bon, voilà. Pour le camp, ben, quand il fait bon le soir, c'est très agréable d'être un peu pieds nus. On libère les pieds et ça fait du bien. À savoir que donc arrivé en République tchèque, par contre, là il commençait vraiment à faire trop froid, trop humide, donc j'en ai profité pour acheter une petite paire de chaussures fermées voilà, qui amenait un peu plus de confort sur le camp le soir, parce que les claquettes ça devenait vraiment difficile, quoi. Mais au début, franchement, bien content de les avoir, vraiment bien content de les avoir. Voilà. Yana, elle a roulé avec ses vieilles Sportiva, la Sportiva. Elle les a amenées au bout, hein, elles n'en peuvent plus les chaussures. Hein, là, elles sont en train de bailler. Voilà. Mais elle les a amenées au bout. Elles ont été fidèles. Là, elles vont aller à la retraite hein, parce que. Ouais, non, elles n'en peuvent plus. Vraiment, c'est. Mais bon, voilà. Donc, pour dire que Yana donc, a roulé avec ce genre de chaussures parce qu'elle a des pédales tout à fait classiques. C'était les derniers kilomètres de ce petit modèle de chez la Sportiva. Et moi, j'ai roulé avec mes chaussures de vélo classique, de VTT, parce que j'ai fait la mauvaise expérience de partir moi aussi avec des chaussures classiques. Je me suis dit, ça va aller pour le bikepacking. Sauf que je pédalais n'importe comment, j'avais des pieds qui je les foutais n'importe comment, et du coup, ça a commencé à me taper dans les genoux. Donc j'ai fait stop. Arrivé à Bordeaux, quand on est revenu donc ici, puisqu'on a fait, je rappelle, le parcours en 3 fois, hein, jusqu'à Berlin. J'ai récupéré ces chaussures et voilà, j'ai des pédales mixtes sur le vélo, donc je peux les clipper la journée pour pédaler proprement, j'ai envie de dire. Donc ça m'oblige à avoir une bonne position de pied sur le vélo. Et là, plus de douleur, tout va bien. Donc voilà, j'ai fait tout le parcours avec ces chaussures. C'est les Spiuk, les modèles Roca de chez Spiuk. Très très bonne godasse. Très bonne godasse, y compris pour le VTT. J'en suis très satisfait. Ça fait plus d'1 an que je roule avec. Très très bien. Ça, c'était mes chaussettes. Hein. En fait, oui, je roulais aussi en chaussettes. Donc j'en parlais tout à l'heure, il y avait les chaussettes confort chaudes, on en a parlé tout à l'heure, et ça c'était les modèles quand il faisait chaud, de chez BV Sport. Elles sont très très bien, c'est mes chaussettes de VTT généralement. Donc ça allait très bien. Donc, ceux qui sont
habitué à rouler en pédale auto, eh ben, je vous conseille pas mal de garder les pédales auto et vos chaussures. Parce que j'en ai fait l'expérience et franchement, on a tendance à... On pédale n'importe comment. Alors si vous êtes habitué à pédaler avec des pédales classiques, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais quand ça fait des années que vous pédalez avec des pédales auto, que vous commencez à prendre des pédales classiques, vous avez les pieds, vous les mettez n'importe comment, ça pédale, et puis en fait vous flinguez les genoux. C'est pas top. Donc voilà, si vous avez les pédales auto, arrangez-vous pour rouler avec ça. Textile, terminé. Voilà. À savoir que tout ça, on a tout utilisé, plus ou moins pour certains, mais ça suffisait. Honnêtement, ça suffisait. Moi, de mon côté, il y a juste peut-être la doudoune. Si je pars un peu plus tard, par exemple, en Europe du Nord, évidemment, je vais laisser cette doudoune ici. Je vais prendre un modèle plus costaud. Mais c'est le seul truc que je changerai. Je pense que pour le reste, c'était pas mal. Allez, on passe au bivouac, matos bivouac, matelas, tente, etc. On y va. Alors, concernant le bivouac. Alors, le bivouac, donc, la tente, elle est rangée là dans un sac étanche. Alors, à savoir que même si les sacoches, j'en parlerai à la fin, les sacoches Ortlieb sont étanches, et je vous garantis qu'elles sont étanches, on a quand même rangé toutes nos affaires, que ce soit la tente, tout ce qui est un peu sensible, les sacs de couchage, la tente, nos textiles, dans des sacs étanches de ce style-là. Là, c'est des modèles Situ Summit, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, ça permet, ça a un avantage, les sacs étanches, ça permet de comprimer pas mal. Et en fait, ça se détend pas après. Hein. C'est pas comme un sac classique. Et pour ranger dans les sacoches, c'est quand même bien pratique. Et en plus, bon, ça vous permet non seulement de garder à l'abri de l'eau, mais aussi à l'abri de la poussière, parce que des fois vous roulez, il y a de la poussière partout, et donc ça protège votre linge le maximum possible, hein, parce que c'est pas toujours évident de faire des lessives, on en sait quelque chose, donc voilà. Donc la tente, le modèle, c'est le modèle, je vous mets en image, le modèle de chez MSR, la Elixir 2 places. Quoi dire? Rien à dire sur cette tente, c'est du... Bon, c'est du très bon matos. Voilà, on a juste eu un souci, c'est une nuit, c'était en Allemagne. Il a plu, mais des cordes toute la nuit. Et en fait, on a la toile qui a commencé à saturer. Il y a un problème? Non. Ouais. On va dire qu'il pleut trop. La toile est saturée. Et il commençait à avoir des infiltrations d'eau. Le fait, c'est que le lendemain, on s'est procuré une bombe imperméabilisante pour les produits Gore-Tex, les toiles de tente, etc. Et on n'a plus été embêté du tout. On avait traité pourtant la tente avant de partir, mais on a fait l'erreur de le matin pour gagner du temps, en fait, quand la toile était un peu humide ou était mouillée, on l'essuyait avec un chiffon avec les serviettes microfibres là, pour gagner du temps sur le séchage. Or, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on lessivait complètement la toile et on a enlevé petit à petit le produit protecteur. Et du coup, la toile, elle a saturé parce qu'elle avait plus cette protection. Donc, on fera plus cette erreur. On laissera la toile sécher naturellement, c'est pas grave. On la range mouillée, puis dans la journée, si on n'a rien de soleil, on la sèche. Mais voilà, on fera plus cette erreur. Par contre, on n'a plus été embêté après. On a trouvé une bombe en super tarif, en plus en Allemagne. Donc voilà, on l'a traité. Ça a réglé le problème, pas de souci. Pour le reste, la tente, elle est au top. Les absides sont larges, il y a de la place. Elle se monte très vite. Voilà. Pour le couchage, alors, les matelas gonflables, c'était les modèles de chez Nemo, les Tensor de chez Nemo. Donc, il y en a avec le petit modèle, le modèle Regular Mommy. Voilà, donc plus léger, plus petit que le mien qui est un long wide, parce que moi j'aime bien m'étaler, j'aime bien
avoir de la place. Et j'ai galéré avant de trouver un bon modèle de matelas pour ça, parce que voilà, j'aime bien que. J'aime pas avoir les bras qui tombent, les trucs, voilà. Et ce matelas, il faut dire que là j'ai trouvé la perle rare. C'est vraiment un top produit. Euh, on n'a pas eu un souci avec ces matelas. C'est solide, ils sont confortables. Vous pouvez gérer pas besoin de les gonfler à fond. L'air se stabilise, enfin va se répartir très proprement dans le matelas. Vous n'avez pas un côté bombé et l'autre où il n'y a plus rien. Non, ça stabilise vraiment très bien. C'est des super produits. Là, j'en suis vraiment très satisfait personnellement. Il y en a aussi. On a plutôt bien dormi dedans, donc il n'y a pas de problème. Alors ça c'est très perso. Je ne sais même pas pourquoi je le montre d'ailleurs. C'est juste un oreiller à mémoire de forme que je prends. Euh, voilà, parce que j'aime bien avoir quand même un petit peu de confort au niveau des cervicales. C'est con de se réveiller un matin avec un torticolis. Et voilà, moi je le prends. Il y en a, elle se faisait des petits oreillers avec son tour de cou et mettait la doudoune dedans. Ça a très bien marché aussi. Là, pareil, chacun fait comme il le sent, quoi. Les Thermarest Z-Lite. Alors les Z-Lite, eux, on les a pris et on a bien fait. Déjà, ça vous fait nous on s'en servait, en fait, on les mettait au sol dans la tente, directement sous les matelas gonflables. Pour deux raisons. La première, c'est que ça offre une protection à la perforation, parce qu'il y a des endroits où vous allez bivouaquer, vous avez des aspérités, des piquants, de végétaux, ou des petits cailloux, des trucs comme ça. Donc ça peut venir un peu abîmer vos matelas pneumatiques, et c'est emmerdant de se réveiller dans la nuit, on n'a plus d'air et le matelas est foutu. Donc ça, en protection déjà de perforation, nickel. Vous voyez, ça se déplie, ça a une bonne longueur, ça prend toute la longueur du matelas. Et en protection thermique, ça isole. Ça isole, on s'en est rendu compte tout de suite, en fait, c'est vraiment un bon pouvoir isolant. Et donc ça monte le air value de votre matelas. Tous les matelas ont des degrés d'isolation thermique, ça la monte directement. Et c'est très très bien, d'autant que vous bougez beaucoup moins, du coup votre matelas a moins tendance à glisser, puisque vous voyez, il y a des petites pointes là, c'est de la mousse préformée, mais c'est très isolant, très protecteur, et ça on le prendra à chaque fois, parce que franchement c'est un très bon produit, très très bon. Et puis bon, entre temps, vous pouvez le sortir, vous arrêtez, je sais pas, sur une zone mouillée où les bancs sont mouillés, etc. Posez ça, voilà, vous asseyez au sec, ça risque rien, ça peut prendre l'eau, il n'y a aucun souci. Super produit de chez Thermarest, hein, le Z-Lite, voilà, vous trouvez ça en ligne sans difficulté. Un très très bon produit. Il y en a d'autres qui le font, hein, j'ai vu les mêmes modèles chez Decathlon qui doivent faire leur job également, donc chacun est libre d'acheter ce qu'il veut. Les sacs de couchage. Ce modèle-là, le Millet, le Baikal 750, c'est donné à 12 degrés ou 11 degrés confort. Il les tient largement. On a eu des nuits, à zéro, puisqu'on s'est retrouvé un matin avec la tente un peu givrée. Là c'est limite, mais c'était compensé par, je vais en parler tout de suite derrière, par les liners. Je vais en parler après. Donc non, elle a été satisfaite, elle a bien dormi. Légèrement étroit, d'après ce qu'elle m'en a dit, un petit peu étroit, il mériterait d'être un peu plus large, mais bon, ça va. Il a fait le job sans problème. On n'a pas eu de soucis majeurs avec les sacs de couchage. Moi de mon côté j'avais ce modèle de chez North Face, c'est le Gold Kazoo 650, je vous note de toute façon. Alors lui il est donné à moins 1 degré confort, pareil il les tient, ils ont peut-être été un petit peu optimistes, hein. Je dirais que 4 degrés confort serait quand même plus
mieux visé. Allez, les 2 tiers du parcours, j'ai dormi, je l'avais même pas fermé, je l'ai laissé ouvert un peu comme une couette. C'est de la plume, hein, ça tient. Le millet étant synthétique, lui c'est de la plume, ça tient très chaud, il n'y a pas de souci. Il est très large, j'adore. Il est large, moi qui bouge beaucoup la nuit, je suis pas en galère à chaque fois que je tourne. Non, non, il est très bien. Et les seules fois où il a fait vraiment très froid, euh, je l'ai fermé à fond, je me suis mis bien emmitouflé dedans. Ça a fait le job. J'ai pas eu besoin de mettre de liner, j'en parle tout de suite. Donc le North Face, très bien. Je reprendrai, ce sera mon matelas pour tout d'ailleurs, je pense, parce qu'il est vraiment au top. Les liners. Alors, les liners, c'est ce genre de petits, ce qu'on appelle des sacs à viande, hein. Ça parlera plus à certains. C'est ni plus ni moins, voilà, un gros sac, vous vous enfilez dedans. Et ça a un avantage, c'est que ben, ça va vous augmenter le pouvoir thermique de votre sac de couchage. À savoir qu'on a 2 modèles, donc c'est Sea2Summit qui fait ça, c'est le modèle Reactor. Il y en a un qui vous procure 5 ou 6 degrés de plus, et on en a un autre, celui que Yana avait, je crois que c'est 10 ou 11. Quelque chose comme ça, mais bon voilà, c'est à peu près ça. C'est redoutable, ça marche super bien. Moi je m'en suis servi pas cette fois, mais quand on avait fait en avril la portion d'ici Biarritz à Bordeaux, on avait eu une nuit où il avait complètement gelé. Je l'avais mis. J'avais pas le North Face, j'avais un autre sac de couchage, donc c'est pour ça que j'avais mis le liner. Tout de suite, hein, vous mettez dedans, tout de suite vous avez chaud, c'est impeccable. C'est vraiment un top produit, que ça pareil, on l'amènera tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que franchement c'est hyper bien. C'est du plus, si vous allez rouler, faire un bikepacking dans les pays nordiques par exemple, ou comme ça c'est le genre de truc qui peut faire plus que du bien, ça peut même vous sortir d'une mauvaise situation. Si vous commencez à avoir froid avec des super matelas de couchage et que vous n'avez rien d'autre, ça peut être problématique. Franchement, c'est top. C'est une sécurité et c'est du confort aussi. Donc pour le bivouac, voilà, hein, vite fait le tour. Hein. C'est un sac de couchage, matelas, la tente, les petits extras pour avoir chaud, et puis c'est bon. Ça, c'était en plus, c'est juste un petit kit au cas où, de réparation. Donc il y a des scotch, vous pouvez déchirer votre toile, ou on ne sait jamais, hein, et un matelas pneumatique, un trou, quelque chose. Alors ça permettait au moins de dépanner vite fait, pour vous dire qu'est-ce que j'avais pris moi. Il y a des petits colliers de serrage, des petits colliers d'électricien, des scotch toile de rechange, un petit tube de colle superglue, type superglue, qui peut aider dans beaucoup de choses, hein. Vous pouvez recoudre une déchirure avec ça, ça va tenir. Les petits sacs poubelles, j'avais un filtre à café, ça c'était au cas où, pour filtrer de l'eau, on ne sait jamais, vu qu'on n'avait pas pris la Catadine avec nous. Voilà, c'est tout. Un ou deux allumes-feu, voilà, juste des petits trucs comme ça, à savoir que bon, sur un bikepacking, vous êtes quand même plus ou moins en zone, on va dire, semi-urbaine, donc vous n'avez pas de souci ravitaillement ou de gros pépins. Je veux dire, ça c'est vraiment du dépannage c'est la même que j'amène en bivouac, ou qu'on amène en bivouac par exemple, quand on fait des randonnées en montagne, c'est la même chose. Ça peut aider, c'est pas obligatoire de l'avoir, mais bon, ça peut vous aider. Vous réveillez en pleine nuit, vous avez déchiré votre toile, et puis ils annoncent de la pluie dans la nuit, vous êtes au milieu de nulle part. Bon ben, mettez un scotch, et puis ça tiendra jusqu'au lendemain. Et puis le lendemain, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Voilà, donc ça, peut-être pas indispensable, mais ça coûte rien de mettre ça dans une sacoche, quoi. Alors le bivouac. Le bivouac, c'est aussi la popote, hein, parce que c'est important. Vous partez souvent sur des périodes de 2, 3, 4 jours où il va falloir se faire à manger. Alors, où on avait avec nous, je crois, 2 ou 3 jours de lyophilisé au cas où. Voilà. Après, sur un bikepacking, à moins d'aller dans des contrées très reculées, vous allez trouver tous les 2 jours sans aucun problème, ou une épicerie, n'importe quoi pour vous ravitailler. Pour notre part, ce qu'on avait, c'est donc un kit popote de chez MSR. Vous avez 2 assiettes, enfin,
Tout le monde fait à peu près le même truc maintenant, hein. Vous achetez des Decathlon, vous allez trouver un kit popote aussi, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, nous on avait 2 assiettes de ce type, euh, un gobelet voilà, pour le café, l'infusion, comme ça, ou même des fois boire la bière le soir, hein, sur le camp. On était en Allemagne quand même, donc enfin, boire la bière. Et voilà, une petite étoupe, les cuillerchettes, voilà. On met tout là-dedans, au moins on ne cherchait rien, tout allait bien. Là vous refermez, voilà, le couvercle, ça se plie, c'est très pratique. Voilà, le kit popote c'était ça, on pouvait faire la cuisine, les pâtes, etc. Tout là-dedans, il n'y a pas de problème. Le réchaud, alors c'est un modèle de chez Optimus, c'est le Vega, ouais voilà, Vega, modèle Vega, donc à vis. Alors lui, voilà, c'est un détendeur à vis. Pour les cartouches à vis. Donc, ça a été au début parce qu'on avait une grosse cartouche de gaz, 2 fois comme ça, donc à vis, donc il n'y a pas de souci. Et on avait prévu ce coup-ci parce qu'on s'est fait avoir la première fois, je crois, c'est entre Bordeaux et Montluçon. On n'arrivait pas à trouver des cartouches à vis. On n'avait que ces modèles-là de chez Camping Gas, les fameux Easy Click. Donc du coup, on s'est procuré cet adaptateur. Alors là, ça vous permet en fait de passer d'un modèle voilà, Easy Click comme ça, ouais, il y a juste à visser, voilà. Et comme ça, vous avez le pas de vis au-dessus qui vous permet donc d'utiliser ce modèle-là avec un modèle à vis. Donc très pratique, ça on le prendra constamment dorénavant parce que suivant où vous allez en Europe, eh ben, vous n'avez pas les mêmes modèles. Savoir que voilà, les modèles à vis, ben, ça dépend des pays, il n'y en a pas partout. Donc au moins l'adaptateur, vous êtes tranquille. Donc le réchaud, lui, ben, rien à dire, hein. Il a très bien fonctionné, il marche très bien. Il a un bon pouvoir calorifique, ça chauffe vite. C'est quand on le met à fond, ça bout très vite. C'est un très bon produit. Là, ce que vous voyez, c'est mon petit péché mignon, hein, le café. Donc c'est une cafetière italienne, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. L'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de filtre. Vous avez le café dosé parfaitement et voilà, vous n'avez plus qu'à vous le verser dans le gobelet. Il est chaud, il est dosé, c'est parfait. Et vous rincez votre cafetière, on n'en parle plus. Ceux qui n'aiment pas le café, vous ne prenez pas ça évidemment, hein. Ça sert à rien. Là c'est vite fait, la popote, un réchaud, une casserole. Si vous voulez pas de gobelet, vous voulez pas de gobelet. En fait, chacun fait comme il veut. Là c'est un kit, donc tout est inclus dedans. Vous pouvez dispatcher, amener ce que vous voulez, juste une casserole, des verres en plastique, enfin peu importe. Après tout ce qui était en nourriture, tout ça, bon, on a pris beaucoup de lyophilisé. Qu'est-ce qu'on a pris de particulier? Voilà, bon, il y avait un peu d'huile d'olive, flacon d'huile d'olive, etc. Moi j'avais pris un sachet d'acide aminé, là, le fameux BCAA. Ça, c'était après des très grosses journées. On a fait des journées où on a bien tiré dessus. Donc, pour la récupération, ça aide bien. C'est à vous de combiner ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, amener des infusions, du café, enfin bref. Puis la glacière de chez Thermos. Voilà. Du coup, on mettait tout ce qui était un petit peu popote là-dedans, hein, la nourriture, peu importe, en fait, tout ce qui servait. Et quand on avait du frais, des fois, juste avant le bivouac, on s'achetait un peu de frais, on mettait là-dedans, ça tient. Elle est très efficace, et puis ça permet de ranger et d'avoir tout ce qui est popote, bivouac au même endroit, pas besoin d'aller chercher à droite à gauche, c'est déjà assez compliqué comme ça, avec les sacoches. Moi, personnellement, à chaque fois, j'ouvrais celle qu'il fallait pas, c'était pas là, c'était dans l'autre, ça a marché tout le long, mais bon, c'est le jeu. Voilà, donc la glacière, très bien. Et voilà, c'est pareil, un petit d'info, après chacun range comme il veut. Là, il y avait double usage, on pouvait ranger dedans, et en même temps, ça tient au frais quand il y a besoin. Voilà. Allez, on passe à l'électronique. Batterie, chargeur, caméra. C'est parti. Alors, on commençait par tout ce qui est éclairage. Voilà, c'est les petits modèles, on a chacun un dont Peregrino. Sympa, des petits modèles sympas, très visibles, hein. On s'en est servi. Alors, déjà, on s'en est servi quand il pleuvait, hein, quand on faisait des routes mixtes pour être bien visible, hein. C'est les lumières arrière, je précise.
Rechargeable en USB, c'est une super autonomie, hein, je les ai rechargés qu'une fois. Bon, rien à dire, de bonne lumière, pas de soucis. Les lumières avant, c'était c'est des modèles de chez Sigma, toujours en USB, rechargeable en USB, bon éclairage. Voilà, il faut l'amener parce que suivant où vous allez, vous pouvez être amené à rouler de nuit, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir raté votre timing et puis de devoir rouler de nuit. Ou alors vous voulez absolument arriver à, je sais pas, un village où vous avez peut-être réservé une chambre ou quoi que ce soit. Il fait nuit, vous n'allez pas vous arrêter, vous continuez, mettez vos lumières et voilà, c'est quand même mieux avec les lumières, même sur des pistes cyclables, parce qu'on en croise des vélos, mine de rien, des vélos, des rollers, on croise du monde sur les pistes cyclables, donc c'est bien de l'avoir. Nous on avait ça, tout ce qui était éclairage dans une petite boîte comme ça, pour pas les chercher. Tout ce qui est recharge, donc on avait deux batteries nomades, une 20 000 et une 5000, donc ça pour les grosses recharges, et encore qu'on s'en est pas servi des masses parce qu'on a toujours trouvé plus ou moins des endroits où on pouvait brancher directement sur le secteur. Celui-là est bien parce que je peux le glisser, parce qu'on roulait aussi avec des petites sacoches comme ceci. Voilà, petite sacoche comme ceci, ça se posait sur le cadre. Et ça me permettait de mettre la batterie dans la poche et de brancher en direct le téléphone qui était lui posé sur cette sacoche. Et ça permettait, quand on naviguait des fois par GPS dans les villes ou comme ça, eh bien, de rester alimenté et puis de ne pas décharger la batterie inutilement. Donc, ensuite, des câbles. Alors des USB-C, des USB machin, en veux-tu, en voilà. Ça, quand ils vont se mettre aussi tous d'accord, ça sera pas mal parce que c'est pénible aujourd'hui de devoir encore regarder, tiens, c'est quoi la broche. Ça serait bien que tout le monde se mette à l'USB-C, on n'en parle plus, parce que franchement, c'est nul, quoi. Les téléphones, les batteries nomades, les caméras, on va y venir. Puis voilà, donc c'est pour ça que j'avais pris aussi ce multibroche, parce que souvent, vous arrivez, par exemple, vous êtes dans un camping, par exemple, ou un endroit où il y a une prise, ça arrive des fois, vous avez des toilettes publiques, il y a des prises, vous n'avez qu'une prise, donc vous êtes limité, vous dites, ah mince, je charge quoi? Mon téléphone, la caméra, tout ça, donc là, le fait d'avoir une multibroche avec, déjà là, voilà, la prise, vous avez deux sorties USB, là vous avez une autre broche, ça vous permet de brancher plusieurs composants et de les charger tous en même temps. Donc ça c'est plutôt pratique, je m'en suis servi 2 ou 3 fois. Ça c'est pour les batteries GoPro, c'est le chargeur double batterie. Pareil, ça me permettait, je mets les 2 batteries dedans, de la GoPro, je branche sur le secteur, ça me les charge les 2 en même temps, c'est pratique, et puis voilà, je pars avec deux batteries chargées à fond, c'est très bien. Les caméras, donc, alors ça c'est pour les films, je le rappelle que vous allez voir prochainement, il y en a déjà 2 qui sont faits, de Biarritz à Bordeaux et de Bordeaux jusqu'à Montluçon, ceux-là ils sont faits puisqu'on les avait fait avant de partir. Tout le reste, tout ce qu'on vient de faire tout le mois de septembre, on est parti 1 mois, je rappelle, là, je suis en train de travailler dessus, ça prend beaucoup de temps, donc on va être patient, mais ça va venir. Je les ferai en plusieurs épisodes. Donc j'ai filmé avec la GoPro 10 standard, voilà, qui commence à être bien connu. Pourquoi les GoPro? Parce que je les utilise beaucoup en VTT, forcément, parce que je filme en VTT, ceux qui connaissent la chaîne le savent. Mais parce que c'est étanche, parce que c'est résistant au choc, et puis qu'on ne se prend pas la tête. Surtout quand on fait des bikepacking ou des trucs, on a envie de filmer, mais on ne veut pas perdre de temps à filmer. Voilà, ça c'est très bien parce que vous la posez, vous savez que le réglage il est fait puisque c'est net partout, il n'y a pas de double focus, etc. Donc pour ça c'est bien, et ça a une qualité supplémentaire, c'est que ça a une stabilisation hors du commun. Vous pouvez rouler sur des pavés, le vélo il va faire comme ça, votre image elle est à un rendu magnifique, elle est parfaite, elle est stabilisée. Pour ça c'est bien, il n'y a pas besoin de post-traitement derrière pour stabiliser l'image.
Ça, c'est un gain de temps aussi, ça me va très bien. Et en plus de la GoPro, la 10 classique, il y avait celle-ci, la Max, la 360. Alors ça, je m'en sers moins que la classique, mais je m'en sers dans le sens où ça fait un rendu dynamique supérieur à la GoPro 10. C'est un rendu d'espace. On a plus la sensation d'espace quand on est dans des grandes plaines ou dans des vallées. Ça sort beaucoup mieux avec la Max. C'est normal, elle filme en 360, donc ça demande du traitement derrière, en post-production, mais voilà, ça a un rendu autre que la GoPro classique. Donc ça offre d'autres images, et sur un film, ça amène un petit plus. Donc c'est un effet que j'aime beaucoup. Donc voilà, juste à titre d'exemple, moi je filme avec ça, il y en a qui ne filment pas, il y en a, ils partent sur un bikepacking, ils filment pas, ils font juste quelques photos pour Instagram ou je sais pas quoi, et puis voilà, chacun est libre de faire comme il veut là-dessus. C'est juste à titre d'exemple. Donc voilà, électronique, pas plus, pas moins. Et puis bon, il y avait aussi le téléphone qui lui est en train de filmer. Lui, j'ai fait quasiment toutes les photos avec le téléphone parce qu'il fait c'est le Samsung S7 qui fait des photos bien plus jolies que la GoPro au passage. Électronique, c'est bon, on va passer les petits extras et les sacoches short live et puis on arrivera au bout. Les petits plus, en catégorie, c'est l'outillage, la trousse de soins, voilà, la trousse de soins, alors très personnelle, la trousse de soins. C'est des médicaments, c'est des antiseptiques, c'est tout ce qu'on veut. À savoir que je le dis souvent dans les vidéos quand je fais un petit peu les gear lists de rando, de VTT. Si vous ne l'avez pas pour vous, vous l'aurez peut-être pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas à l'abri de croiser quelqu'un qui vient de tomber en vélo ou qui s'est blessé et qui, lui, n'a rien. Il n'a pas de trousse de soins, il n'a pas de pansement, il n'a rien. Et là, vous pouvez lui filer un petit coup de main. Vous pouvez, si vous avez des médicaments, un traitement à suivre, ben, vous le mettez dedans. Et puis, moi, perso, je l'amène tout le temps. Ça nous a servi 2-3 fois alors, pour des petits trucs tout bénins. Mais on espère ne jamais s'en servir, mais c'est bien de l'avoir, quoi. La trousse de toilette, eh ben voilà. Juste à titre d'exemple, alors là, chacun prendra tout ce qu'il a envie de prendre. Nous, il y avait un peu de tout, le dentifrice, le savon. Trousse de soins, chacun il met ce qu'il veut. Je ne vais pas la déballer, ça ne sert à rien. Alors, la trousse à outils. Alors, j'en vois déjà qui rigolent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené l'atelier. Ouais, presque. Oui, presque, parce que on a eu un pépin sur le vélo. La deuxième étape entre Bordeaux et Montluçon, où j'ai mon boîtier de pédalier en fait de mon vélo qui a les roulements intérieurs qui ont littéralement explosé. Et du coup, je m'étais retrouvé un peu dans la merde parce que j'avais pas les outils pour régler ce problème. Du coup là, j'ai dit non, là on joue pas. J'ai l'outillage avec moi, je suis bien équipé en outillage pour le vélo, donc j'ai dit je prends, tant pis, ça prend de la place, c'est lourd, mais je prends ce qu'il y a besoin. On est à moins d'avoir que ça à faire dans la vie, on a tous des impératifs et on a tous une limite, une borderline à pas dépasser. Et c'est sympa de pouvoir se dire que s'il y a un pépin, on peut le réparer tout de suite. Ça peut arriver que vous cassiez quelque chose sur le vélo un samedi après-midi. Le temps d'arriver dans un village ou quoi, tout est fermé. Et bien souvent, les magasins sont fermés le dimanche, le lundi. Et vous pouvez vous dépanner que le mardi. Donc ça fait 2 jours de perdu. En plus à stresser parce qu'on se dit est-ce que je vais pouvoir le réparer, bon voilà. Donc si vous avez le matériel, si vous avez l'outillage avec vous, emmenez-le. Si vous savez le faire, emmenez-le. Ça peut dépanner. Il y a pas, je vais pas tout déballer parce que ça aussi chacun amène un peu ce qu'il veut. Il faut savoir que pendant le parcours là, Montluçon et Berlin, j'ai encore eu un pépin parce que sur le boîtier de pédalier, parce que c'est un vélo qui a un boîtier de pédalier non étanche. Et on a fait 2 jours sur des pistes un peu tout terrain, on va dire, tout chemin.
Il pleuvait en plus, donc ça m'a ramené beaucoup de grains de sable, de cailloux et tout ce que vous voulez. Ça s'est infiltré dans le boîtier pédalier, ça m'a littéralement défoncé les roulements. Donc j'ai pu réparer, j'avais pas les roulements nécessaires pour le faire, mais j'avais l'outillage pour démonter. Donc j'ai pu déjà démonter, enlever les pédales, enlever le boîtier pour voir à l'intérieur que les roulements avaient explosé. Donc il fallait que je change ces roulements, donc j'ai pu les ressortir, partir avec le modèle. On était en Allemagne, j'ai trouvé un vieux monsieur qui tenait un atelier extraordinaire, qui me les a sortis tout de suite, avec en plus des modèles, je pense made in Germany, donc ils y sont toujours dessus, ils n'ont pas bougé. Hein. J'ai pu remonter les roulements, voilà, et puis on est reparti. Si j'avais pas eu les outils, ça aurait pu durer un jour, 2 jours, on ne sait pas. Donc je regrette pas de l'avoir amené. J'avais des chambres à air, j'avais des maillons d'attache rapide pour la chaîne de vélo, si des fois elle casse, de la graisse, quelques divers clés, une paire de pinces, j'avais mon gonfleur USB. Je ferai une vidéo plus détaillée sur l'outillage bikepacking plus tard. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails, c'est juste pour dire que faut penser à amener un minimum, quoi. Voilà. Donc si vous avez le temps, c'est pas grave. Si vous êtes juste en timing, que vous avez, allez, on va dire 3-4 jours, vous avez le droit à 3-4 jours de joker, vous pouvez en perdre facilement 2, juste parce que vous tombez en panne au moment où vous cassez quelque chose, au moment où il ne faut pas. Donc c'est important d'y penser. Et juste un conseil, si vous êtes amené à démonter quelque chose sur votre vélo, faites-le en zone urbanisée. Si vous faites ça au milieu de nulle part, en démontant, vous cassez autre chose, ou que votre outil ne suit pas et que vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes planté, c'est mieux d'être en zone urbaine parce que vous pouvez aller à pied, voir un réparateur ou un vélociste qui, lui, il va vous dépanner. Il n'est pas loin, hein. Vous êtes en zone urbaine, vous allez trouver quelqu'un. Au milieu de nulle part, c'est plus compliqué. Donc, quitte à pousser un peu le vélo pendant 1 ou 2 kilomètres pour trouver une zone habitée, faites-le, c'est plus rassurant quand on démonte le vélo, quoi. Pour finir, de l'huile de chêne, toute simple, voilà, pour lubrifier régulièrement sa chaîne. J'avais 2 modèles, un de chez Mecacil, un autre tout simple, de l'huile toute fine de chez Facom. Là. Donc, voilà, ça a très bien marché. L'huile normale, ça suffit, pas besoin de monter dans des trucs au téflon plus. Non, ça va. Il suffit de nettoyer sa chaîne régulièrement, de la regraisser. Nous, on l'a fait régulièrement sur le tracé, surtout après les périodes où il a plu. Passer un petit peu le vélo au Karcher, dégraisser la chaîne. Et puis voilà, donc pareil, là je ferai une vidéo vraiment axée là-dessus. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler de vraiment ce qu'on a amené sur le bikepacking. Voilà. On va terminer avec les sacoches. Je vais vous parler des sacoches. Et puis on aura fait le tour. Les sacoches. Quoi dire d'autre? Rien à dire. Voilà. Alors c'est des modèles bien connus en bikepacking, hein, Ortlieb. À savoir que sur les bikepacking, alors nous tous ceux qu'on a croisés, c'était ou Ortlieb ou Vod. Généralement, les 2 marques, ça va faire 90% des bikepackers. Pour celle-là, pour les Ortlieb, absolument rien à dire. C'est du pur produit, c'est ultra résistant, c'est bien étudié. Vous voyez les clips anti-retour, la petite molette pour éviter qu'il y ait trop de ballons. Enfin, tout est étudié. Vous avez le filet plus ou moins réglable, hein, en écartement. On peut mettre pas mal de trucs dedans. Vous avez une poche zippée à l'intérieur. C'est de la très belle cam, ça se voit. Tout est bien cousu, tout est bien fini, c'est d'une solidité à toute épreuve, quoi. Vous avez tout le poids dans cette sacoche qui tient sur ces, vous voyez, sur ces deux crochets là. Rien n'a bougé, tout a fonctionné parfaitement. C'est l'étanchéité. L'étanchéité, alors faut savoir que c'est des modèles, c'est des roll top, hein, en fait. Hein. Vous les prenez comme ça, vous roulez.
L'étanchéité, c'est redoutable. Elles étaient tellement pourries un jour que on est passé au Karcher pour nettoyer les vélos. J'ai fait à Yana, on les démonte, on les aligne. J'envoie une dose de Karcher dessus il y avait du sable partout. Je les ai karchérisés. Il n'y a pas une goutte d'eau qui est rentrée. C'est vraiment, vous pouvez y aller tranquille. Vous pouvez mettre vos affaires telles quelles dedans. Ça ne prendra pas l'eau, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment du top produit. Mais vraiment rien à dire. Donc si vous n'avez pas encore acheté vos sacoches, que vous voulez vous lancer dans le bikepacking, sachez que les modèles Ortlieb sont à toute épreuve. Il n'y a rien à dire. On n'a pas eu un souci avec. Ça se décroche facilement. Ça se met en bandoulière si vous en avez besoin. On a fait l'expérience. J'en rajouterai pas plus. J'en ai assez dit. Je n'ai fait que des éloges de ces sacoches. Et c'est bien normal. Et on va terminer la vidéo sur... j'ai demandé à Yana son coup de cœur, les items dont elle n'aurait pas pu se passer, et moi de même. Bon, je ne montrerai pas les vélos, parce que les vélos, n'importe quel vélo, j'ai envie de dire, peut faire du bikepacking, du moment qu'il est un minimum équipé. Qu'on puisse y mettre un porte-bagages dessus. D'ailleurs, entre parenthèses, les porte-bagages qu'on utilisait tous les deux, c'était les Efal R70. Je vous mets en illustration. Rien à dire. Ils ont tenu le choc, ils n'ont pas bougé. Ils sont bien réglables. Une fois que tout est serré, ça ne bouge plus. Ils ont fait tout le bikepacking sans aucun problème. Donc, bon produit, les Efal. Et puis pour finir, on va parler des vélos. Alors les vélos, je les ai pas là, ils sont dans le local, mais j'ai envie de dire c'est anecdotique parce qu'un vélo, n'importe lequel, je suis le premier exemple parce que le vélo que moi j'ai utilisé, c'est un entrée de gamme VTC Nakamura. Il a rien d'exceptionnel, c'est franchement, et pourtant il a été au bout, avec plus ou moins de difficultés. J'ai parlé du boîtier de pédalier qu'il a fallu que je change 2 fois, mais c'était juste les roulements. Il n'y a rien de méchant. Du moment que votre vélo est à minima équipé, c'est-à-dire que vous avez des freins qui sont en bon état, si vous avez des gommes, des patins de frein qui soient neufs ou alors vraiment très récents avant de partir, une chaîne qui est ou neuve ou très récente, et des pneus en bon état, déjà vous partez sur de bonnes bases. Les organes de sécurité sont bons, les pneumatiques sont bons, déjà vous pouvez rouler un moment sans aucun souci. Et c'est là que je vais en venir, c'est sur les composants du vélo. Ce qui est marrant, c'est que je viens de vous présenter tout ce qu'on avait dans les sacoches, et nos 2 coups de cœur, Yana et moi-même, sont sur le vélo. C'est ça qui est quelque part marrant, c'est que Yana, son coup de cœur, c'est la selle. Elle a acheté une selle, je mets en illustration, la selle SMP TRK. Elle, ça a été son grand coup de cœur parce qu'elle a roulé sans cuissard, sans rien du tout, sans aucune protection. C'est passé nickel, le confort est incroyable. Moi-même, 2-3 fois, j'ai pris son vélo pour aller faire 3 courses, des trucs comme ça. C'est vrai que quand on s'assoit dessus, c'est le sofa, quoi. Donc, le coup de cœur de Yana, donc la selle, de très loin, sans problème. Un top produit qu'elle vous recommande, du coup. Vous les femmes, parce qu'il faut savoir que les modèles sont adaptés ou aux femmes ou aux hommes. Donc, bien faire attention si vous achetez la selle, que ce soit le modèle conçu anatomiquement pour vous les femmes ou pour vous les hommes. Voilà, c'était la parenthèse. Pour moi, le mot magique du bikepacking, quelque part, j'ai envie de dire, c'est Schwalbe. Alors, ceux qui connaissent les pneumatiques, ceux qui connaissent le VTT, etc., ils ont tout de suite compris de quoi je parlais. Oui, je parle bien des pneumatiques. Et là, sur ce point-là, je voudrais vraiment tirer mon coup de chapeau aux pneus Schwalbe. Parce que vraiment,
autant Yana que moi-même. Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau crevaison, ben, c'est ça. Hein, on a crevé absolument ni elle, ni moi, à partir du moment où on était monté dans cette marque, nous n'avons jamais crevé. Pas de perte de pression, aucun souci. Ils sont passés partout, notamment les miens qui sont plus étroits que les siens. Elle a les Land Cruiser de chez Schwalbe. Ils sont un peu plus épais, du fait de ces jantes un peu plus larges. Il y en a un VTT équipé bikepacking. Moi, c'est un VTC, donc mes pneus, c'était des Schwalbe Marathon, très connus hein, du monde du bikepacking. Exceptionnel, on est passé dans des chemins pourris, des cailloux, de l'eau, enfin bref, bon, tout ce qui est possible. Ils n'ont pas bronché, je le dis, zéro crevaison, 3000 km, zéro crevaison. C'est d'une robustesse incroyable. Ce qu'on demande à un pneu, c'est d'être endurant, c'est de protéger un maximum contre les crevaisons. Et c'est les deux axes principaux du bikepacker, quoi. Il ne s'agit pas d'avoir un pneu qui au bout de 200 bornes, il s'effiloche dans tous les sens, il est mort, enfin bref, c'est pas ça le jeu. Yana a fait l'intégralité du parcours avec ces pneus-là. Je vous assure que le pneu arrière, on a l'impression qu'il sort du carton. Il est à peine usé, c'est un truc de fou. Les miens, c'est pareil, ils ont fait de Montluçon jusqu'à Berlin. Pareil, on a l'impression que je m'en suis à peine servi. C'est vraiment de la super cam. Franchement, je vais même, je pense, commencer à m'y intéresser pour le VTT, parce que si leur gamme VTT est aussi poussée que celle du bikepacking, il y a quelque chose à faire là-dessus, hein. Franchement. Et vous allez voir que, allez, j'ai envie de dire 75% des bikepackers, c'est leur monture. Ils sont tous en cheval. Vous allez partir. Je crois qu'à partir du moment où on est passé en Suisse, en Allemagne, en Autriche, on est reparti en Allemagne de l'Est, on a vu que du cheval. C'est peut-être un peu de continental, mais après, voilà, c'était que ces montures. Donc, plus qu'à conseiller, allez-y, foncez. C'est de la super cam. Et voilà. Et puis je voudrais terminer sur c'est l'autre coup de cœur quelque part que j'ai. Et ça, je voudrais lui rendre hommage. C'est à Yana, parce que elle a un esprit d'organisation qui est poussé à l'extrême. Dans le sens où, comme je lui ai dit un jour en rigolant, j'ai dit, moi je suis capable d'oublier le vélo pour aller faire du bikepacking. J'ai pas toujours été comme ça, mais c'est vrai qu'avec l'âge, avec le temps, je sais pas ce qui se passe, je deviens vraiment étourdi, j'oublie des choses. Voilà. Et c'est elle qui a géré tout ce qui est checklist avant de partir, voilà. Et vous pouvez y aller, il manquait rien, tout était parfaitement conçu, et c'est rassurant. Et c'est rassurant de partir avec quelqu'un comme ça, parce que vous savez qu'il ne va rien manquer de majeur. Vous pouvez partir tranquille, c'est elle qui m'avait fait ma checklist quand je suis parti en rando. Voilà, même si ça s'est moins bien passé pour la rando, mais peu importe. Je suis parti tranquille, j'ai pas besoin de vérifier. Vous savez que prenez votre sac à dos, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et c'était, voilà, je voulais appuyer un peu là-dessus, la remercier, parce que vraiment de ce côté-là, c'est un énorme plus. Quand vous n'avez pas pensé à ça, voilà, on avait chacun notre truc, elle sait tout ce qui était l'organisation, tout ça. Moi j'avais fait les tracés, elle avait pris les tracés pour repérer tous les campings, les bivouacs qu'on pouvait faire, etc. Donc ça, sur ce côté-là, on s'est très bien entendu, ça a été très complémentaire. Mais sur cette question-là de checklist, de matériel, de qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on n'amène pas et tout ça, ça, elle le fait à la perfection. Et voilà, je voudrais la remercier. Merci Yana, merci ma chérie, parce que là-dessus, vraiment, au top. Donc, l'autre coup de cœur, hein, on va dire. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est à ceux qui ont envie de se lancer là-dedans, allez-y, foncez. Foncez, vous ne posez pas de questions. Vous n'êtes pas obligé de partir faire 3000 bornes, hein, le premier bikepacking. Allez-y 2-3 jours, essayez, faites-vous un bivouac sauvage, tentez le coup. Mais franchement, tentez le coup, parce que c'est une belle aventure. Une belle aventure, vous faites des rencontres, vous avez une bienveillance à votre égard, vous allez être surpris. Les gens, en général, sont bienveillants, vont vous demander de l'aide si vous avez besoin d'aide spontanément.
vont venir, vont vous donner des solutions, des adresses, il n'y a pas à forcer en fait, ça vient naturellement. Il y a des gens qui se sont arrêtés spontanément à nous voir dans les villes en disant ah, vous êtes perdu, vous voulez qu'on vous guide, quoi. C'était vraiment surprenant. Donc c'est un pur bonheur. Et puis vous avez cet esprit de liberté qui vous fait partir le matin sans trop savoir où vous allez arriver le soir. Et c'est un petit côté sympa, ça. C'est ce qui fait un peu l'âme, je pense, du bikepacking, c'est ça. C'est d'aller où on veut, quand on veut, de s'arrêter quand on a envie, continuer si on veut, si on est fatigué, on pose. Enfin bref, on est très libre. Donc n'hésitez pas à foncer. Foncez si vous avez envie de le faire, foncez, faites-le sur 2 jours, 3 jours, faites que 200 km s'il faut, mais osez l'aventure, parce que franchement c'est extra. C'est extra. Et puis si ça vous offre des moments que vous n'oublierez pas de sitôt, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur par où on est passé, de quoi on s'est servi pour faire le tracé, etc., c'est en bas dans les commentaires, allez-y. Ou j'y réponds très vite, s'il n'y a que 2-3 questions, je vais répondre assez vite. Si je vois que la liste s'allonge, qu'il commence à y avoir une infinité de questions, là on transformera en foire à questions, on fera une vidéo, on prendra des questions les unes après les autres et puis on donnera la réponse les unes après les autres. Mais n'hésitez pas, vous avez des questions, posez-les. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Voilà. Donc sur ce, terminé pour aujourd'hui, pas mal, assez long. Donc n'oubliez pas, c'est chapitré. Si vous voulez aller directement sur ce qui vous intéresse, faites glisser le curseur et puis vous êtes dessus, il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse. Future vidéo, donc les retours vidéo du bikepacking. Il y aura 2-3 sorties VTT également, parce qu'on va profiter qu'il fasse encore à peu près beau pour aller s'amuser. Et puis voilà, puis on se donne rendez-vous très vite. Puis, merci de suivre la chaîne, merci pour vos petits messages, vos commentaires. C'est toujours sympa. Et puis n'hésitez pas, partagez, et puis un petit like. Si tout ça vous a aidé, si ça vous a fait passer un moment, rassurez. Allez, c'est fini. À la prochaine, bientôt. Et éclatez-vous, amusez-vous. À bientôt, ciao.